C'est quoi ça, les meilleurs talents? Qu'est-ce qu'on recherche dans le meilleur talent? Bien, évidemment, on recherche un esprit analytique supérieur. C'est les capacités analytiques, je la définirais encore par apprendre à apprendre. C'est être capable de prendre une idée complexe, de la comprendre, de la synthétiser et de l'exprimer de manière simple. Bienvenue à notre balado Osons la suite qui porte sur l'innovation et la créativité en compagnie d'Isabelle Sénécal et Hugo Cavenaghi. Bonne écoute. Alors bonjour Monsieur Tabak. Osons la suite, donc c'est une série de podcasts sur l'innovation et la créativité. On s'est dit tiens, pourquoi n'irions-nous pas voir dans les firmes d'avocats pour voir un petit peu comment la créativité et l'innovation se développent, parce qu'on le sait, hein, ça touche un peu tous les secteurs, même si on a l'impression que certains secteurs sont plus traditionnels, puis des fois c'est juste une impression, puis on va te poser quelques questions là-dessus. Mais avant, si moi je te connais, ce serait peut-être intéressant de te présenter. Donc, toi, tu es arrivé au Québec à l'âge de 10 ans, tu venais de la Syrie avec tes parents. Et la première question, c'est peux-tu nous présenter? Moi, j'aime bien poser la question quand j'embauche du staff, là. Si j'accrochais un de vos amis, puis je demandais à cet ami-là de vous présenter. Donc, parce que bon, on sait, directeur, donc associé directeur chez McCarthy Tétro, la fameuse firme bien réputée entre autres de Montréal. Mais derrière la personne qui occupe ce poste-là, hein, si on essaye de gratter un peu plus d'informations, Carl, t'es qui comme homme? Ben d'abord, merci Hugo, ça me fait plaisir d'être ici, puis ça me fait plaisir de passer ce moment-là avec toi. Ben écoute, c'est une question qu'on se pose de temps en temps. T'es qui, puis comment on se présente. Puis je vais aller peut-être un petit peu au-delà de la biographie parce que c'est disponible et vous êtes capable de lire comme tout le monde. Mais je suis l'aîné de 3 enfants. Comme tu as dit, né en Syrie. Je suis père de 3 enfants, moi-même, avec Cynthia, ma conjointe. J'ai un parcours un peu... c'est un parcours que j'aurais pas été capable de dessiner. Et c'est certainement pas un parcours que j'avais prévu parce que j'avais probablement pas la capacité de prévoir ce parcours-là. Mais j'ai un parcours qui a été marqué par, je dirais, diverses étapes. Donc, il y a mon enfance en Syrie, il y a notre immigration au Canada où j'ai grandi dans la ville de Québec. Il y a mes études dans la ville de Québec, au primaire, fin du primaire, je dirais, au secondaire et de cégep et à l'université. Puis après ça, il y a eu mes études de droit à Montréal et à Toronto et une carrière qui m'a emmené contre toute attente à aller vivre à Londres, à aller vivre à Dubaï, à aller vivre à Abu Dhabi, à vivre toutes sortes d'expériences. Et ce cheminement-là, en bout de ligne, des fois, quand je regarde dans le rétroviseur et je me dis, est-ce que j'aurais pu prévoir ça ou est-ce que dans ma vie, je me disais, voici ce que je veux faire dans la vie? Ben, je peux pas dire ça, mais j'ai eu un parcours qui était jalonné d'opportunités dans lesquelles j'ai réussi à sauter. Et après avoir passé 8 années à Dubaï, donc j'ai fait ma carrière en droit là, de manière presque ininterrompue depuis 1995. Puis pour certains de vos auditeurs, là, ça va paraître très, très loin. Ta spécialisation, avocat? Oui. Alors moi, je suis avocat en droit des affaires. OK. Je suis toujours spécialisé en droit des affaires, en ce qu'on appelle les fusions, acquisitions et le financement corporatif. OK. Et j'ai pratiqué le droit des affaires pendant pratiquement toute ma carrière, sauf un hiatus d'à peu près 5 ans où j'ai quitté la pratique du droit pour fonder une société d'investissement qui s'appelait Alliot Capital, où effectivement, là, on déployait du capital dans ce qu'on appelle le private equity pour faire l'acquisition de sociétés au Moyen-Orient et au Canada. Et pour moi, les 5 dernières années ont marqué un retour donc à la pratique du droit dans un rôle de gestionnaire
mais dans un rôle aussi d'avocat et de conseiller d'affaires pour nos clients. Pour le commun des mortels, ça fait quoi un directeur associé dans une firme d'avocats? Parce que là, on comprend que tu es encore sur... tu pratiques encore, mais tu diriges aussi. Donc, tu diriges déjà, c'est une grosse équipe. Ouais. McCarthy Tétrault à Montréal, c'est une grosse équipe. C'est quoi ton rôle et tes fonctions? D'accord. Ben, écoute, donc je suis l'associé directeur est en fait chargé là, de diriger le cabinet. Dans mon cas, c'est de diriger les bureaux d'une région. Donc, je dirige les bureaux de Montréal et de Québec. Donc, grosso modo, à peu près 425 personnes. Mm-hmm. Et je vous dirais là que c'est un peu le rôle de n'importe quel dirigeant d'entreprise. Donc, au-delà du fait que nous pratiquons le droit et nous offrons des services des services professionnels, on demeure aussi une entreprise avec tout ce que ça implique au niveau de la gestion des ressources humaines, gestion des ressources matérielles, gestion de la technologie, stratégie, vision, et gérer là, le quotidien de ça. Donc, j'ai la responsabilité, là, si vous voulez, de la gestion de la région du Québec pour le cabinet. Comment tu partages ton temps? Parce que gérer 400 personnes, 420 avocats qui ont tous une forte personnalité en général, et tu arrives quand même à faire les deux. Comme je me mets à la place des auditeurs, je dis comment on peut gérer 420 personnes, gérer tous les services, la vision, la stratégie, les valeurs, etc., tous les rôles d'un gestionnaire, et en plus pratiquer. Une très bonne question, Hugo. C'est sûr que je ne pratique pas de la même façon que je pratiquerais si je n'avais pas le rôle d'associé directeur. Je garde une certaine implication auprès des clients, surtout d'un point de vue stratégique, mais je suis pas en mesure là, de m'impliquer à 100% dans les dossiers, là, comme le feraient mes collègues ou mes associés. Tu as tout à fait raison, parce que c'est comme on dit, une job à temps plein là, d'être associé directeur. Mais pour moi, je pense que c'est important de garder ce contact-là avec les clients. Notre existence, la raison d'être d'un cabinet de services professionnels, c'est nos clients. C'est d'être en mesure de les servir et je veux rester près de ça. On dit souvent rester dans les tranchées. Et moi, j'aime bien ça. Ça donne le pouls du marché, ça donne le pouls de la clientèle, ça donne beaucoup de crédibilité lorsqu'on est un leader dans n'importe quel secteur. Je pense que je parle à plusieurs dirigeants de toutes sortes d'entreprises. Ils aiment beaucoup rester en contact avec les clients, ils aiment rester en contact avec le terrain. Et moi, de continuer cette pratique-là, de continuer à aviser nos clients d'affaires sur leurs opérations de fusion-acquisition, sur leurs opérations de financement, mais ça me garde très groundé et très attaché au terrain, comme on dit. Ça me fait penser à certains directeurs, je sais qu'en Europe et même du côté anglophone, directeurs d'école qui des fois gardent une petite charge d'enseignement pour avoir le pouls un peu de ce qui se fait des fois, pour éviter qu'on soit un peu déconnecté de la réalité. Quel genre de gestionnaire tu penses que tu es? Ce serait mieux de poser la question à un de tes collègues, quel genre de gestionnaire est Carl, mais je te pose la question parce qu'ils sont pas là malheureusement. Oui. Je pense que c'est une bonne question parce que non seulement je me la pose à chaque année, mais ça fait partie de la rétroaction, là, du feedback que je demande. Je pense que je suis quelqu'un de très informel dans mon approche, mais de très formel dans la direction et dans l'atteinte des objectifs. Donc, je dis souvent hard on the issues, soft on people. Des fois, on utilise des termes en anglais parce qu'on les utilise de cette façon-là, mais je pense que ça définit bien le genre de leader que je suis ou le genre de gestionnaire que je suis. Je suis très transparent. Je crois beaucoup à la transparence. Je crois beaucoup à donner l'heure juste et à partager la vision et les objectifs. Quand nos objectifs sont clairs, quand la vision est claire, on est en mesure d'aligner toutes les ressources vers ces visions-là. Il y a quelque chose, une expression que j'utilise souvent et qui est le titre d'un livre que j'aime beaucoup lire
et j'ai lu beaucoup de livres notamment sur la gestion des ressources professionnelles. Et un des meilleurs livres que j'ai lus s'appelle Aligning the Stars, donc aligner les étoiles. Et voit le rôle comme étant beaucoup un rôle d'alignement. Donc, comment aligner des gens extrêmement talentueux, très intelligents, très indépendants vers un objectif commun, vers une vision commune, vers une stratégie commune. Et je pense que la clé du succès dans les firmes de services professionnels, incluant les cabinets d'avocats, c'est comment on arrive à aligner tout le monde vers cette vision-là, à faire en sorte qu'on travaille tous ensemble vers un point qui est clair. Et comme leader, je pense que c'est d'amener les gens vers ça, mais aussi d'avoir des marqueurs pour être capable de mesurer quel est le niveau de désalignement et de ramener ça vers là où on veut aller. Donc, c'est un jeu d'aiguillage. Quelle est la particularité ou ce qui fait la différence de McCarthy Tétrault avec les autres firmes d'avocats? Qu'est-ce qui vous différencie de bien avoir une ADN particulière? Si on va chez McCarthy, on ne va pas chez un concurrent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on va chercher. Ce qui est un peu votre mission, j'imagine? Tout à fait. C'est une très bonne question. Pour nous, on passe beaucoup de temps à parler de ça, notamment. Donc, on parle de culture. Il y a deux choses. D'abord, dans les cabinets d'avocats, et on parle souvent des cabinets d'avocats, il faut savoir que ce n'est pas tous les cabinets d'avocats, qui s'adressent au même type de client ou qui offrent le même type de service. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quel type de clientèle et quel type de service on veut offrir. Chez McCarthy Tétrault, on existe pour être un cabinet d'affaires. Donc, on a une clientèle principalement composée d'affaires. Donc, on conseille des dirigeants d'entreprise et on veut conseiller les dirigeants d'entreprise, ce qu'on appelle sur leurs opérations les clients les plus sophistiqués dans leurs transactions et leurs opérations les plus complexes. Donc, on n'existe pas pour faire quelque chose de routinier, on existe pour faire quelque chose de complexe, quelque chose de stratégique, et c'est là-dessus qu'on intervient. Et on le fait avec une équipe qui est diversifiée, une équipe qui travaille en équipe. Donc, on peut passer l'intérêt du cabinet toujours avant l'intérêt d'un individu. Et je pense que notre manière d'être, notre façon de collaborer, notre façon de traiter les gens et vous allez voir, je vais utiliser beaucoup ce mot-là, notre ADN d'innovation, fait en sorte qu'on se distingue de la part des autres cabinets. Donc, on se distingue d'un point de vue de notre offre envers les clients. On se distingue également d'un point de vue de notre offre envers le talent, qui sont nos deux défis comme cabinet de ressources professionnelles. Ça se vit comment l'innovation dans un cabinet d'avocats, c'est-à-dire au quotidien ou dans vos processus? Est-ce que vous le provoquez? Est-ce que vous avez des processus ou ça vient naturellement? Comment ça se vit? En fait, ça se vit au quotidien, ça se vit d'un point de vue stratégique, de savoir de mettre l'innovation au cœur de notre stratégie puis au cœur de ce qu'on veut faire. Puis ça commence avec sur ce qu'on appelle notre Senior Leadership Team, donc notre équipe d'exécutifs. Là, on est 4 et un des 4 fait ça à temps plein, s'occuper de l'innovation. Donc, on réfléchit toujours à remettre en question notre manière de livrer les services, notre manière d'opérer et notre manière d'entrer en communication avec nos clients. Donc, comment ça se traduit? Bien, ça se traduit avec, par exemple, il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait des sections de ce qu'on livrait au niveau des clients qui ne s'adaptaient pas nécessairement bien à notre modèle d'affaires, mais qui sont importants pour le client. Je vais vous donner un exemple, le service d'immigration. Donc, avoir des besoins en droit de l'immigration, c'est des besoins qui sont ponctuels, c'est des besoins mais pour lesquels les clients voulaient avoir un service plus rapide, il y avait une pression un peu plus élevée au niveau des tarifs. On a créé des nouvelles divisions, ce qui était tout à fait innovant, parce qu'on n'avait pas entendu ça dans un cabinet d'avocats. Donc, des divisions qui rendent des services ancillaires dans un modèle d'affaires complètement différent, avec une structure de coûts complètement différente, qui permet de servir le client
mais sans nécessairement venir impacter notre modèle d'affaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour nous, c'était un geste qui était très innovant. En fait, on a gagné plusieurs prix d'innovation là-dessus et qu'on a répliqué après ça de plusieurs façons. Je vous donne un autre exemple. Beaucoup d'avocats ou d'avocates, à un moment donné, atteignent un point dans la carrière où ils disent « Écoute, j'aimerais avoir un style de travail alternatif. J'aimerais, pour toutes sortes de raisons, conciliation de travail-famille ou autre, capable de travailler soit à temps réduit, soit quand je le veux, soit avoir une flexibilité. » Et ça, c'est un bassin de talent extraordinaire auquel on n'avait pas accès. On a créé une division qu'on appelle MT Réseau et qui est un bassin de ce genre de talent à demande qui est disponible pour nos clients, qui nous permet de soit détacher ce talent-là auprès des clients ou l'incorporer dans des équipes sur des projets spécifiques. Et donc, pour nous, ça, c'est une façon, encore une fois, très différente et très innovante. Là, on dirait que le mot devient galvaudé quand on l'utilise beaucoup. C'est innovant de livrer nos services et de se mettre à la place du client et de se demander, je dis souvent, le client ne se réveille pas un matin pour dire « j'ai besoin d'un avocat ». Le client se réveille le matin pour dire « j'ai un problème, je veux faire X, Y, Z ». Et nous, notre job, c'est de s'assurer qu'on est capable de permettre à nos clients d'atteindre cet objectif-là et de trouver les façons de le faire. Est-ce que ça me fait penser à la médecine? Là, souvent, on dit qu'il vaut mieux faire de la prévention que de la guérison. Est-ce que des fois, est-ce que tu as des clients qui, au contraire, viennent te voir en amont pour éviter justement d'avoir des problèmes et puis avoir besoin de toi, qui travaillent plus en consultation en disant « OK, moi, je m'en vais vers ça. Carl, quelles sont les balises ou les menaces qui pourraient apparaître? » Des choses qui se font. Comme cabinet, oui, absolument, Hugo. Comme cabinet d'affaires, là, je dirais que plus de la moitié de ce qu'on fait, c'est de la prévention. OK. Donc, les transactions, quand vous regardez dans le journal le matin, puis vous voyez qu'une société a acquis une autre société ou qu'une société a fait un appel à l'épargne, est devenue une société listée, a fait un IPO, tout ça, c'est pas du tout dans des contextes qui sont conflictuels, qui sont litigieux. C'est des contextes au contraire, très positifs de création de valeur, d'opérations qu'ils veulent faire. Donc, on est beaucoup, beaucoup plus souvent en contexte de prévention qu'en contexte de contentieux ou de litige. D'accord. Les grands défis actuellement des firmes d'avocats, si on prend un peu d'altitude, là, si on analyse ça de manière un peu plus macro, là, quels sont-ils dans les prochaines années? Je pense qu'on va continuer à vivre les défis auxquels on a fait face là, au cours des dernières années. Donc, la rétention et l'attraction de talents va demeurer un défi important. Je pense qu'on a vu une vague de globalisation au niveau des firmes d'avocats qui va se poursuivre. Et je pense que de plus en plus, on va voir une segmentation au niveau du marché entre les firmes globales, entre les firmes niches très spécialisées et ce que j'appelle les boutiques qui sont les firmes très boutiques, là, donc très, très petites tailles. Je pense que le marché va devenir de plus en plus difficile pour quiconque se retrouve un peu entre deux niches. Quand on n'est pas clair sur ce qu'on veut faire, quand on n'est pas clair sur ce pourquoi on existe, je pense que ça va être plus compliqué. Le marché va être plus compliqué. L'autre défi auquel non seulement les cabinets d'avocats, mais les firmes de services professionnels vont faire face, c'est le défi de la technologie, ce que j'appelle la commoditation, la commoditization de certains travails. Donc, il y a certaines choses que historiquement les cabinets d'avocats faisaient qu'aujourd'hui ne font plus.
parce qu'il y a la technologie, parce qu'il y a des... donc ça, il faut continuer à... Là, tu fais mention de tout ce qui est intelligence artificielle et robotisation. Toute la recherche, on dit qu'il y a des machines très prochainement qui vont pouvoir faire de l'analyse, de jurisprudence, faire des bilans, des synthèses, et ce que font déjà certains avocats, peut-être plus des stagiaires. Là, regarde, Absolument. Absolument. Donc, ça, c'est des exemples. Tout ce qui est, par exemple, tenue de livres corporatifs, tout ce qui est plus... quand on regarde la chaîne de valeur là, entre le conseil hyper stratégique et le travail plus clérical, plus on baisse vers le travail clérical, plus on est en danger de devenir une commodité et d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Il y a un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle le concept de unearned margins. Donc, quand on n'a pas gagné la marge, si le service qu'on offre continue à coûter plus cher, n'en donne pas plus aux clients, ça va être un service qui va devenir il va y avoir une disruption dans ce secteur. On l'a vécu avec Uber, on l'a vécu avec d'autres, mais les firmes de services professionnels sont pas à l'abri de ça. Puis ça revient à ce que vous disiez plus tôt quand vous parliez de la complexité, comment vos problématiques ou ce qui vous est présenté au quotidien, vous gérez de la complexité. Puis ça m'amène à aussi, quand vous avez parlé de la difficulté, puis je pense que c'est le défi pour tout le monde d'attirer les talents. Chez vous, quand vous embauchez, par exemple, quand vous recherchez des collaborateurs ou des employés, c'est quoi les compétences principales que vous allez rechercher? Puis, de la même façon, c'est quoi les compétences que vous allez absolument vouloir développer une fois que les gens sont chez vous? C'est une très bonne question parce qu'on passe beaucoup de temps sur le recrutement et le développement de talent. On investit énormément dans le recrutement, dans le développement de talent. Je nous compare souvent à des équipes sportives là, où on a énormément de gens qui travaillent sur le repêchage. C'est ce qu'on fait. Quand on recrute dans les facultés de droit, pour nous, ça prend à peu près 2 mois de chaque année là, de travail pour compléter le processus de recrutement. On est en concurrence très féroce entre les grands cabinets pour attirer ce qu'on appelle les meilleurs talents. Mais votre question, elle est très pertinente. On vous dit, c'est quoi ça, les meilleurs talents? Qu'est-ce qu'on recherche dans le meilleur talent? Bien, évidemment, on recherche un esprit analytique supérieur. On recherche des gens qui sont capables d'apprendre rapidement. On recherche des gens qui s'expriment bien, sont capables de communiquer leurs idées de manière claire. Et on cherche des gens qui sont motivés, qui ont ce que j'appellerais le feu au ventre, the fire in the belly. Donc, des gens qui sont motivés, curieux, soif d'apprendre. Et évidemment, dans les services professionnels, on travaille très fort. Et donc, il faut être capable de suivre un peu ce rythme-là et d'avoir cette soif-là. Je dis souvent, quand on se réveille le matin, on ouvre le journal ou on ouvre l'iPad puis qu'on lit le journal dessus et qu'on voit une transaction de fusion entre 2 grandes sociétés, bien, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ça. Mais ça a été fait à coup de longues heures, avec beaucoup de stress, avec tout ce qui vient avec le parachèvement là, d'un projet comme ça. Donc, c'est ce qu'on cherche. Là où on met beaucoup de travail, puis je veux rebondir sur votre question sur l'innovation, c'est comment détecter ce talent-là. Donc, on fait beaucoup de travail sur nos façons de faire les entrevues, de faire la sélection de candidats, et on regarde l'évolution de ces candidats-là au fil de leur carrière, et on essaie de voir est-ce que dans les critères les critères qu'on a et la façon dont on essaie de les détecter, est-ce qu'il y a une corrélation avec le succès? Et on utilise des logiciels, notamment des logiciels de psychométrie ou des tests, pour être capable de détecter ça
numéro un. Numéro deux, pour être capable d'enlever le plus possible tout ce qu'on appelle les biais inconscients. Mhm. Hein, parce que ça fait partie un peu de ce qu'on a. Là, moi, je dis souvent, moi, je suis la diversité avant même qu'on parle de diversité, mais c'est certain que quand je me présentais à une entrevue, s'il fallait qu'on me pose des questions sur des questions plus traditionnelles sur le genre de club que je fréquentais ou le genre, j'avais pas ça, je n'ai pas d'un milieu socio-économique qui me permettait de répondre à ces questions-là. Mais il fallait que le système soit capable de détecter néanmoins quelque chose pour dire ce talent-là, on l'a vu. Je dis souvent, nous, ce qu'on essaye de faire, l'objectif que je donne souvent à l'équipe, c'est d'être capable de découvrir la tête et le cœur. Puis de laisser tomber tout le reste. On fait zéro compromis sur la tête, zéro compromis sur le cœur, mais il ne faut pas que le reste vienne embrouiller notre analyse de ça. Donc, on utilise des outils technologiques pour être capable de détecter ça. Je pourrais peut-être revenir dans quelques années et vous dire si ça a été, si ça a été un succès ou pas. Est-ce que ce sont les mêmes types de personnes que tu cherches aujourd'hui, tu cherchais il y a 10 ans? Grosso modo, je dirais oui, Hugo. Grosso modo, je dirais oui. Je pense, parce que il y a 10 ans, on cherchait la flexibilité, on cherchait l'ouverture à l'international, on cherchait la maîtrise des langues, on cherchait les gens qui sont capables d'apprendre à apprendre, on cherchait les gens qui avaient un esprit analytique supérieur. Ce qui a peut-être changé un peu, c'est qu'il y a plus de candidats aujourd'hui, puis quand on regarde au Québec, il y a peut-être plus de candidats aujourd'hui qui, de manière innée ou de manière naturelle, ont une ouverture un peu plus grande. Mais la recherche ou le critère, je dirais de manière fondamentale, n'a pas beaucoup changé. Bon, évidemment, il y a des critères plus, je dirais, plus tactiques ou plus techniques. Là. Quand moi, j'ai été recruté, la première fois que je me suis installé à mon bureau, il n'y avait qu'un téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur. Et je suis pas très vieux, là. Et alors qu'aujourd'hui, évidemment, la maîtrise de l'ordinateur, la maîtrise des outils informatiques, c'est une seconde nature pour la plupart. Mais je verrais pas, par contre, un candidat ou une candidate qui ne maîtrise pas tous les outils technologiques. C'est la base. Donc ça devient de la base, ce qu'on appelle en anglais table stakes. Les table stakes ont peut-être changé un peu d'un point de vue technologique, d'un point de vue maîtrise de la langue. Mais pour le reste, je dirais que on recherche pas mal les mêmes qualités fondamentales. Les jeunes qui se présentent, qui sortent de l'école, qui se présentent chez vous. Pas toujours les jeunes chez vous. Hein. Il y a des gens qui ont tout un parcours, des fois qui ont fait un bac, qui ont fait 2 bacs, qui sont allés dans un domaine, qui sont revenus. C'est un peu les gens que vous cherchez aussi. Là. Ne cherchez pas forcément un jeune de 23 ans qui a fait son barreau, qui est sorti de premier de classe, puis on démarre avec lui. Là. Absolument. Absolument, c'est bien noté. Là. C'est-à-dire, le droit, il n'y a qu'au Québec que c'est un programme de premier cycle. Partout ailleurs, en Amérique du Nord, c'est un graduate studies, donc c'est des gens qui ont au moins fait un diplôme de premier cycle et qui s'en vont faire le droit par après. Donc, je vous dirais qu'à peu près la moitié de nos gens ont ce parcours-là. Mais on est bien au-delà de... c'est certain que les notes, c'est un aspect important. Parce que les notes, on mesure les notes, les résultats académiques, avant, c'était pratiquement l'alpha et l'oméga de tout. Aujourd'hui, c'est plus une clé, c'est plus un indicateur, à savoir, il y avait des données, il y avait des challenges, il y avait une façon, tu as eu des années pour le faire, et comment as-tu réussi à relever ce défi-là? Pour nous, c'est un indicateur de comment, en tant qu'étudiant, dans la vie d'étudiant, tu as réussi à relever le défi de l'étudiant. C'est presque, ça revient presque à ce que tu disais, c'est pratiquement la base. Tu es un bon étudiant, parfait. Maintenant, c'est fait. Tous ceux qui vont passer en entrevue dans les 2 prochains jours, ce sont les bons étudiants. Donc maintenant, comment tu te différencies? La personne parfaite sur papier que vous allez embaucher au niveau du parcours, je ne parle pas, on sait que c'est un bon étudiant. Tu l'as mentionné au niveau de tout ce qu'on appelle les soft skills, mais dans le meilleur des mondes, c'est quelqu'un qui a quel âge, qu'est-ce qu'il a fait, il parle combien de langues? Je serais très triste si tout le monde ressemblait à la parfaite que j'ai en tête. Mais c'est certain que tout le monde aurait
aurait certains attributs. Donc, comme je parlais, les attributs analytiques, les attributs d'avoir quelque chose dans son parcours. Quand je parle de quelque chose dans son parcours, de montrer un certain engagement dans la société, de montrer une implication dans la vie scolaire, de montrer qu'on a été capable de combiner études et peut-être un travail d'été dans lequel on a démontré une certaine achieve something, on était capable de réaliser quelque chose dans son CV. Quelqu'un qui a voyagé, absolument. C'est sûr que ça forme la jeunesse. Mais quelqu'un qui n'avait pas les moyens ou les accès ou la capacité de voyager, je veux un système où on est capable de détecter quand même la capacité à pouvoir interagir dans un monde où il pourrait être appelé à voyager. Si on m'avait interviewé au début de ma carrière, j'avais pas beaucoup voyagé. C'est plus des capacités que tu cherches à détecter. Oui, c'est des capacités. C'est des capacités analytiques, je la définirais encore par apprendre à apprendre. C'est être capable de prendre une idée complexe, de la comprendre, de la synthétiser et de l'exprimer de manière simple. On fait beaucoup de ce genre de tests-là. Pendant l'entrevue, on ne demande pas aux gens parle-moi de ta vie ou tout ça. On les passe sur des cas, par exemple. On leur demande des questions spécifiques qui ont été travaillées avec des psychologues industriels pour essayer de détecter l'esprit analytique. On te donne une donnée, on te met dans une situation et on veut détecter le genre d'individu que tu es. Avant de laisser Isabelle te poser davantage de questions sur l'école, je trouve ça intéressant parce que tu as parlé beaucoup au niveau du candidat type de soft skills énormément. Au niveau des attitudes, travailler en équipe, tu disais communiquer, savoir vendre ses idées. Et c'est un peu la marque de commerce de Sainte-Anne. Là. Moi, je crois beaucoup justement à toutes ces compétences qui malheureusement sont peu développées à l'école. On est encore dans une approche très de savoir et de contenu. Et je pense qu'il y a moyen de faire l'un et l'autre. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et je trouve ça intéressant. Puis moi, je le dis souvent aux élèves, ton diplôme, il va te servir à avoir une entrevue pour rentrer dans une boîte, puis tous ceux qui vont être avec toi, on va prendre le même diplôme. Donc, ce qui va faire la différence, c'est pas ton diplôme, c'est tout ce que tu as pu acquérir ou développer pendant tes 20 dernières années en faisant un paquet de choses. En tout cas, je trouvais ça intéressant de voir ça. Est-ce que, vous parlez de ces compétences-là, notamment la pensée analytique, la capacité de résoudre des problèmes complexes. Est-ce que vous constatez que la formation qui est offerte actuellement, elle développe ça? Est-ce que vous associez ces compétences-là à la formation? Pouvez-vous associer, par exemple, des gens qui viennent de tel type de formation ou de tel parcours? Est-ce que c'est suffisamment développé à l'école? Ou tu le vois un petit peu avec tes enfants aussi, quand même. Tu as des enfants qui sont à l'école, donc tu vois un petit peu ce qu'ils font aussi. Oui, absolument. Du point de vue des candidats qu'on recrute, là, je dis souvent, il y a moins de 5% là, des candidats qui se rendent à l'entrevue là, chez nous. Donc, il y a un écrémage naturel là, qui fait en sorte que ceux qui s'y rendent, c'est ceux qui ont réussi à travers le parcours à démontrer vraiment des habiletés supérieures. Donc, ceci étant dit, il y a quand même une trame là, qu'on voit, là, une trame d'évolution. Mais je dirais de manière... parce que j'ai réfléchi à ça avant notre rencontre, et je pense que la formation, elle est bonne. Là où je sens parfois qu'il y a peut-être un manque ou une lacune, c'est dans l'expression orale, c'est dans la capacité de s'exprimer devant des gens, dans la capacité de synthétiser une idée, d'être capable, par exemple, dans une négociation ou dans une discussion, de faire valoir ses points, puis de les défendre. Donc, parfois, je trouve que l'expression orale est en perte de vitesse un petit peu. L'art de la rhétorique. Oui, la rhétorique, mais au-delà de la rhétorique, vraiment être capable de... Les côtés positifs, là. Exactement, oui. Donc, de se lever devant une salle puis d'être capable de faire un point, je pense que c'est important. Mes enfants, moi, ont été
quand on vivait à Dubaï, ont été éduqués leurs premières années dans le système américain. Et j'ai toujours noté que le système américain mettait une emphase particulière sur l'expression orale. Et rapidement, là, pratiquement à la maternelle, les enfants devaient faire un exposé oral là, pratiquement à toutes les quelques semaines devant la classe. Et donc, ça donnait cette capacité-là de résumer ses idées, d'en parler, de les présenter, puis d'avoir l'air intéressant et intelligent. Est-ce que vous leur reconnaissez des grandes forces et des grands défis qui sont, disons, qui appartiennent à la génération? Je leur reconnais absolument, je leur reconnais des forces indéniables. Je pense que c'est une génération, entre autres, qui a été exposée à des opportunités que ma génération n'a pas eues, par exemple. Et je pense que le défi, ça va être de savoir qu'est-ce que, comme génération, ils vont pouvoir ou elles vont pouvoir faire avec ces opportunités-là. C'est là que ça va se jouer. C'est une génération, on dit souvent, une génération qui veut moins travailler. Je suis pas sûr que c'est le cas. Je pense que c'est une génération qui est en recherche de sens, c'est-à-dire c'est une génération qui ne se définit pas nécessairement par le travail, mais c'est une génération pour qui le travail est un outil pour être capable de parvenir à ses objectifs ou ses fins dans la vie. Ses objectifs et ses fins dans la vie sont beaucoup plus grandes que celles que la génération X avait ou que les autres générations avaient. Donc, c'est sûr que l'outil travail devra livrer beaucoup plus rapidement pour leur permettre d'atteindre ces objectifs-là. Je suis aussi inquiet puis je le vois dans les plus jeunes, là, c'est-à-dire je suis un peu inquiet de tout l'aspect réseaux sociaux, l'aspect jeux vidéo, c'est-à-dire j'ai l'impression que ce sont des outils qui, à un moment donné, absorbent beaucoup de temps pour très peu de input. Et le défi, je pense, des écoles, ça va être de voir comment est-ce qu'on fait ce tri-là. Comment est-ce que ça devient un peu comment est-ce ces outils technologiques-là, un, deviennent positifs, deux, deviennent des outils d'apprentissage, puis comment est-ce qu'on remplace le input qu'on a eu, je déteste parler comme ça, mais le input qu'on a eu par la lecture, il y a beaucoup de temps qu'on passait à juste s'ennuyer un peu. Donc, on remplissait ce temps-là. J'ai l'impression que ce temps d'ennui n'existe plus maintenant. Il est toujours rempli par un écran quelconque, un gadget, un jeu, quelque chose. Mais c'est quelque chose c'est une sorte d'inquiétude pour moi. Vous, est-ce que vous aimiez l'école? Je pense que oui. Oui, j'aimais l'école. Pour la plupart du temps, j'aimais l'école. Il y a des épisodes où j'aimais moins l'école. J'ai changé, d'ailleurs, je faisais le décompte. Là, j'ai été à 3 écoles primaires, 2 secondaires, un collégial. Quand même. Donc, j'ai changé beaucoup d'écoles. Ma vie a été marquée de beaucoup de changements, donc avec toutes les périodes de réadaptation que ça demande. Fait que c'est sûr que d'arriver dans une école en 5e année quand on ne parle pas français ou anglais, c'est un défi en soi. Là. C'est sûr que les premières semaines, ça prend beaucoup de résilience que j'avais probablement pas pour aimer l'école. Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, je n'aimais pas vraiment l'école. J'aimais mieux l'école en arabe où je pouvais m'exprimer que l'école en français où il fallait que je baragouine un peu ce que je disais. Donc, de ce niveau-là, oui. Mais d'un point de vue global, oui, j'aimais bien l'école. Quel genre d'écolier, d'élève, d'étudiant vous étiez? Ben, racontez ce qui se raconte, là. Je vous dirais que j'étais un étudiant passionné par l'école, passionné par l'environnement de l'école, peut-être aux yeux des professeurs un peu trop passionnés. Et ça emmenait peut-être certains excès ou qu'on appellerait aujourd'hui peut-être des troubles de comportement, là, si vous voulez, mais qui n'était pas vraiment... donc oui, j'ai eu une période où
peut-être j'avais de la difficulté à accepter le cadre dans lequel tout devait s'inscrire et j'essayais de sortir un petit peu de ce cadre-là. Parfois, ça m'a coûté des retenues. Parfois, ça m'a coûté d'être retourné à la maison au grand déplaisir de mes parents. Mais j'avais quand même, à travers tout ça, j'avais un sens du devoir, de la réussite académique qui, pour moi, était fondamental. Donc, puis j'essayais de marier un petit peu ces deux, un petit peu le côté rebelle que j'avais par rapport à cette pression. Vous savez, quand on... Il y a aussi l'aspect filet social. C'est-à-dire, pour moi, mes parents m'ont toujours dit, l'éducation, c'est ça ton filet social. C'est pas nous ton filet social. Nous, on t'a emmené au Canada, puis après ça, you're on your own. Donc, ça prend ce filet. Il y avait toujours ça probablement en arrière de ma tête, de savoir que je pouvais compter sur moi-même. Alors, j'avais pas le loisir de l'échec. Avec recul, est-ce qu'il y a des éléments de l'école que vous jetteriez aux poubelles? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, ont pas de sens, qui ont probablement contribué à quelques retenues ou à... Mais quels sont ces aspects-là de l'école que vous changeriez ou que vous élimineriez totalement? Aujourd'hui, pas grand-chose. Quand je me remets dans ces années-là, j'avais de la difficulté avec beaucoup d'aspects de l'autorité. Donc, pour moi, c'est sûr que c'était... Mais je pense que c'est important. Ça prend une certaine autorité, ça prend un cadre. On est dans une étape de sa vie où il faut avoir un certain cadre. De mon côté, ce que j'aurais aimé avoir à l'école, c'est plus de perspective. J'aurais aimé ça avoir un podcast comme ça, par exemple. J'aurais aimé ça avoir une fenêtre un petit peu plus grande sur c'est quoi le monde à l'extérieur de l'école. Au-delà de savoir que les opportunités, c'est d'être médecin, ingénieur, avocat, savoir quels sont les autres domaines, savoir un peu comment ça se décline, ça, ces carrières-là, avoir accès, pouvoir parler à des gens qui ont du vécu et qui peuvent venir témoigner. Donc, j'aurais beaucoup aimé, comme vous êtes en train de le faire, d'avoir ce genre de conférence-là, d'avoir des gens qui viennent nous parler, je ne sais pas comment je les aurais écoutés, tout comme je ne sais pas comment les jeunes adolescentes et adolescents qui pourraient nous écouter vont écouter ce qu'on est en train de dire ou ils vont s'endormir en écoutant ce qu'on est en train de dire. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé. J'ai toujours pensé que ça m'a pris peut-être un petit peu plus de temps à vraiment découvrir ou maturer sur les possibilités qui sont offertes dans ce que j'appellerais le monde professionnel par rapport à ce que si j'avais eu cette perspective-là un petit peu avant. Pour vos propres enfants, qui sont à différentes étapes, qu'est-ce que vous recherchez pour eux dans les écoles? Si vous magasinez des écoles ou si vous regardez les choix qui s'offrent à eux, qu'est-ce qui va déterminer votre choix ou leur choix pour une école? D'abord, je trouve ça extraordinaire parce que je trouve qu'on se pose la question maintenant. J'ai jamais eu l'impression que je m'étais posé la question ou que mes parents s'étaient posé la question. Hein. C'était des idées préconçues, puis voici l'école à laquelle tu allais, puis on se pose pas trop de questions et off you go. Donc, puis j'ai eu à le faire parce que mon plus vieux est entré en secondaire 1. J'ai ma fille, ma deuxième, qui est en 6e année et qui vient de faire les examens d'admission. Et j'en ai une qui est en première année, donc qui commence son parcours scolaire. Donc, on a à se poser ces questions-là. Pour moi, il y a deux... Hugo, là, tu parlais là, des acquis, là, de table stakes. Là, donc, je pense qu'au niveau du choix des écoles, il y a un certain acquis. Il y a des groupes d'écoles. Il n'y a pas 50 écoles entre lesquelles on peut choisir. Je pense qu'il y a des écoles qui performent mieux, qui ont un programme académique qui est pensé, qui est réfléchi, qui a une vision, qui a une stratégie. Et à travers ça, je pense, c'est
pour moi, ce qui est important, puis quand on en parlait, quand Nicolas faisait ses choix pour son parcours, c'était on cherchait une école qui avait un certain niveau de discipline. On cherchait une école où le sport était important. On cherchait un programme qui était un programme qui donnait un accès, un exposure, si vous voulez, international, avec une connaissance des langues. Mes enfants sont multilingues et sont nés multilingues et le font à partir de leur jeune âge. Puis, je cherchais aussi une école qui avait une histoire, qui a fait ses preuves, donc, quand on mettait tout ça ensemble dans la sélection, après ça, je me fiais beaucoup au gut feel des enfants. Donc, je pense que parfois, là, entre 2, 3 écoles qui restaient, on va pas faire le mauvais choix. Puis bien honnêtement, il y a aussi des choix géographiques qui sont importants. Moi, je pense, par exemple, ma petite fille qui fait son primaire à l'école du quartier, et mes enfants ont fait leur primaire à l'école du quartier, ont marché à l'école. Je pense qu'il y a un avantage indéniable à pouvoir prendre son sac à dos et marcher à l'école, plutôt que de faire 1h30 de voiture. C'est partie aussi, ça, de l'amour de l'école. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Ça démontre peut-être la complexité du choix, mais dépendamment de chaque circonstance, comme là avec ma fille, on repasse le même processus. Donc, c'est quelque chose qui est important. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour ma fille, c'est important que ce soit une école mixte. On pense que d'avoir une mixité dans l'école, c'est quelque chose d'important. J'ai toujours été à une école de garçons. Mais aujourd'hui, je pense que de la manière... Aujourd'hui, j'en parle avec mon épouse, puis bon, on pense que d'aller dans une école mixte, c'est une bonne chose. Donc, ça fait partie d'un des critères qu'on... D'accord. J'ai lu un article dans lequel vous parliez de votre réflexion sur la transformation des espaces. Et comment vous avez transformé vos espaces chez McCarthy-Tétrault et tout ça. Mais là, je fais un lien avec l'école parce que nous, on va ouvrir une nouvelle école secondaire avec un bâtiment qui a été conçu avec les architectes pour répondre aux projets éducatifs. Puis, ma question, c'est si vous deviez ouvrir une école à côté de vos espaces, elle ressemblerait à quoi? Ouais. J'aurais beaucoup de halls où est-ce qu'on peut tenir des débats. Est-ce qu'on peut s'asseoir, discuter, en parler, un peu comme les anciennes agoras où Platon se tenait. Là. J'aurais également des installations sportives à la fine pointe. J'aime beaucoup ce que vous faites, l'adéquation entre l'espace et le projet éducatif. Tout comme nous, on a fait l'adéquation entre le nouvel espace et la manière que ça va être utilisé, ce qu'on appelle donc la façon dont les gens vont combiner le travail à la maison par rapport au travail au bureau et le pourquoi on vient au travail. Je pense que vous devez vous poser également la question du le pourquoi on va à l'école, c'est probablement parce que nos parents nous disent qu'il faut aller à l'école le matin, mais j'aime beaucoup ce que vous faites, ce travail-là qui est fait entre donc l'espace et le projet éducatif. Évidemment, c'est un travail d'innovation, puis c'est un travail de comme dans n'importe quoi, lorsqu'on innove, il faut être prêt à prendre un certain risque. Si on fait une école classique et tout le monde est assis en rang, ça fait des centaines d'années que c'est comme ça. C'est beaucoup moins risqué que de le faire de manière différente. Mais fait que ça, j'aime beaucoup ça. Je designerais l'école pour avoir des espaces de lecture, pour que les jeunes soient emmenés à lire de manière cool, si vous voulez. Pas dans une bibliothèque austère, mais dans un endroit où c'est bien de s'asseoir tous ensemble puis que chacun lise même si on lit sur une tablette, mais qu'on soit capable de se former l'idée, qu'on forme
de se former l'esprit. Elle aurait pas mal l'air de ça, mon école. Elle serait probablement très lumineuse et avec beaucoup de verre, beaucoup de lumière. Mais j'aime beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Et tout près de chez toi, à 100 mètres de chez toi. C'est très bon. Je pense qu'au secondaire, c'est peut-être moins. Plutôt, quand on vieillit, c'est peut-être un peu moins pertinent. Non, c'est important quand même. Je vous dis qu'au niveau primaire, pour moi, c'était c'est-à-dire quand on a ce luxe-là d'avoir une école à pied, bon, c'est sûr que c'est un des critères importants dans la sélection. Carl, le temps file, on arrive à la fin. Écoute, ça a été un plaisir que tu nous partages un peu ta vision, la vision de l'innovation et de la créativité, que tu nous parles de ton milieu, qu'on pense connaître, mais qu'on ne connaît pas toujours. Là. Les défis qui s'offrent à vous, hein, puis on sait que l'avènement de l'ère de l'intelligence artificielle va frapper aussi les bureaux d'avocats. Hein. C'est prévisible, puis ça va aller très très vite. Hein, puis c'est pas seulement les bureaux d'avocats, on sait que beaucoup de métiers sont à risque. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Un grand merci de prendre du temps pour partager aux jeunes surtout, puis c'est la raison pour laquelle on fait ce genre de podcast. Donc, un énorme merci. Merci Isabelle. Merci. Et au plaisir, bonne continuation, puis bonne chance dans tes futurs projets et défis professionnels et personnels. Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était un grand plaisir. Merci. Merci, salut.